Il est 18h02. On va parler des prix des carburants. Marc Toiti est là, en pleine forme. Bonsoir. Oui. Rachel Kahn, Laetitia Guinan, Éric Revel. Ça va pas aller mieux. C'est Michel-Édouard Leclerc qui nous l'a dit ce matin. Ça va même se prolonger sur le long terme jusqu'à l'hiver prochain. Alors lui, il a une proposition qu'il met sur la table, c'est de réduire une taxe qui s'appelle la taxe sur l'économie, une écotaxe en réalité. Pollueur-payeur. Ça pourrait... Pardon ? Pollueur-payeur. Pollueur-payeur, exactement. Ça serait une baisse quasiment de 17 centimes d'euros par litre. On va faire le point avec Kylian Salé, puis vous allez me dire si c'est une bonne idée et si les Français pourraient avoir un gain immédiat si on suspendait cette taxe, parce qu'il y en a beaucoup, des taxes sur le carburant. D'abord Kylian Salé. Le carburant est l'un des secteurs où s'applique la taxe pollueur-payeur. Ce principe fait porter le poids du financement de la transition écologique aux fournisseurs d'essence et de gasoil. Selon les principaux distributeurs français, sur un litre à la pompe à 2 €, cette écotaxe représente entre 15 et 20 centimes du prix. Dans une lettre à Sébastien Lecornu, il propose de la supprimer provisoirement pour alléger les prix des carburants. Concrètement, en France, sur un litre de carburant, plus de la moitié du prix correspond aux taxes. En plus de la TVA, il existe une part carbone liée au principe pollueur-payeur, dont le pourcentage varie en fonction des émissions de dioxyde de carbone, et une autre part fixe, cette fois-ci, pour l'utilisation de l'énergie fossile. La taxe pollueur-payeur permet de financer le développement écologique de la France et de l'Europe. En plus des carburants, elle concerne de nombreux domaines, comme la dépollution industrielle, le traitement des eaux usées ou la rénovation énergétique des bâtiments. Voilà, alors ça serait une proposition temporaire, on suspendrait cette écotaxe et ce qui aurait un gain immédiat pour le consommateur. Bonne idée, pas bonne idée, Marc Toiti? Tout ce qui va dans le sens d'une baisse des taxes en France, comme nous sommes numéro 1 du monde des taxes et des impôts, tout ce qui va dans le sens d'une baisse, je suis d'accord. Le seul problème, c'est que après, il ne faut pas maintenir les dépenses que cette taxe finançait, sinon vous allez creuser le déficit. Vous voyez, donc c'est ça l'enjeu. Si vous baissez effectivement les recettes fiscales, donc les impôts, je suis pour, encore une fois, il faut aussi réduire les dépenses publiques. Sinon, vous allez avoir plus de déficit, donc plus de dettes, donc une augmentation des taux d'intérêt. Et on n'aura rien gagné. Voilà, tout à fait. Donc c'est ça le vrai enjeu. Mais évidemment, quand on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même quasiment 60% de taxes sur le prix de l'essence, ce n'est pas sérieux. Il faut faire quelque chose. Le problème, c'est que, comme quand tout allait bien, on laissait les finances publiques déraper, maintenant qu'on en a besoin, il n'y a plus de moyens pour relancer la machine. Donc là, c'est une vraie erreur stratégique. Il y a aussi, vous savez, on paye la TVA sur la taxe. Et on paye 2 fois la TVA. La TVA globale est 20% et la TVA sur la taxe. Là aussi, on pourrait réduire. C'est ce qu'ont fait d'autres partenaires européens. Donc nous aussi, on pourrait le faire. Mais encore une fois, il faudrait aussi avoir le courage de réduire la dépense publique, ce que n'ont pas évidemment nos dirigeants. Monsieur Revel, sur cette écotaxe. Vous savez, personne ne les a vu venir, mais ce qui a été mis en place en janvier, qu'on appelle taxe pollueur-payeur, on parle des certificats en fait, de transition écologique. Alors ces certificats, ils sont passés... C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Ils sont passés, personne ne les a vu venir, mais ça a surenchéri le coût du prix de l'essence avant même la crise, et ça a permis à l'État de nous refaire les poches avec une taxe qui a été surajoutée au nom grand Dieu de la transition écologique, sur laquelle personne n'a rien à redire. Mais c'était une taxe supplémentaire qui a été imposée en janvier dernier. C'est tout récent et personne n'en avait parlé à l'époque. Maintenant, Michel-Édouard Leclerc, je l'adore, mais si vous voulez, quand il dit que le prix de l'essence subit des yo-yo, il a raison, mais son analyse est parfois en forme de yo-yo aussi à Michel-Édouard Leclerc, parce que je me souviens du 11 mars 2026, la date est à vérifier, où il avait annoncé une baisse de 30 centimes. Il s'en est expliqué ce matin, ne soyez pas mauvaise langue. Alors, pardonnez-moi. Vous n'avez pas écouté mon interview. Et on n'a pas eu d'extrait. Pas bien. Et là, moi, j'ai regardé. Il avait dit même dans 48 heures. Dans 48 heures, à l'époque... il a dit qu'il s'était trompé. Ah, il a dit qu'il s'était trompé. C'est donc pas un politique. Il est devenu homme politique. C'est-à-dire que lui aussi, effectivement, il a des velléités à vouloir être candidat. Oui, mais justement, il a admis qu'il ne ferait pas de prévision et que ça serait compliqué jusqu'à l'hiver prochain. Alors juste, on va partir en Espagne, parce que là, on a beaucoup d'habitants frontaliers qui vont faire leur plein français en Espagne, parce qu'il y a eu une baisse, évidemment, des taxes, là, et le gouvernement espagnol n'a pas hésité. On va rejoindre notre correspondant à Barcelone, Fred Traini. Bonsoir à vous. Il y a des écarts de prix extrêmement importants d'un côté et de l'autre de la frontière, c'est cela ?
Alors effectivement, les plaques françaises sont très visibles dans les queues des stations proches de la frontière franco-espagnole, et pour cause. Aujourd'hui, le litre d'essence oscille entre 1,55 pour l'essence 95 et 1,78-80 jusqu'à 90 selon les stations pour le diesel. C'est entre 20, 30, 40 centimes d'écart avec la France, et c'est conséquent. Le plan espagnol, lui, est basé c'est à la fois budgétaire et fiscal. Il est basé sur une baisse des taxes sur l'énergie et puis se coupler avec des aides ciblées pouvant atteindre jusqu'à 20 centimes par litre de subventions pour les professions les plus exposées, comme les transporteurs, les pêcheurs ou bien les agriculteurs. Et puis donc, ce plan joue aussi sur la TVA, sur les carburants et les gaz, qui est passé de 21% à 10%. C'est le minimum autorisé par l'Union européenne. Donc, le gouvernement espagnol a fait le maximum. À noter aussi qu'il y a un problème structurel aussi, puisque la France, comme vous l'avez indiqué, le prix à la pompe les taxes représentent environ 60% du prix, contre 51 à 55% en Espagne. Espagne dont le coût est estimé à 5 milliards d'euros pour ce nouveau plan, un plan qu'elle avait déjà adopté, enfin en partie des mesures assez similaires au début de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup Fred Trahi, notre correspondant en Espagne. Laetitia Guinan. On voit que tous les pays européens quasiment ont mis en place des systèmes de protection du pouvoir d'achat de leurs concitoyens. La France ne peut pas le faire. Elle est dans le pouvoir d'achat de la plupart des pays européens est moins bon que celui des Français. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut aussi prendre conscience de cela, c'est qu'effectivement l'Espagne allait vivre la vie d'un Espagnol, allait vivre en Italie, qui est encore pire, où le prix de l'essence est bien plus élevé qu'en France. Là, effectivement, Giorgia Meloni, parce que c'est insoutenable pour les Italiens, donc elle a dû baisser. Elle ne sait pas d'ailleurs comment elle va faire pour maintenir. Mais en France, effectivement, c'est très taxé. En Suisse, je compare, effectivement, l'essence est aussi taxée à 60%. Donc, c'est pas tout à fait indu. Voilà, il y a des taxes qui doivent être prises. Évidemment, la France taxe tout. Il y a un moment donné, c'est insupportable. Mais la deuxième chose, c'est aussi insupportable. Il y a un moment donné, il faut aussi, on n'est pas dans un pays communiste, comme dirait Franz-Olivier Gisbert. Il y a un moment donné, voilà, il faut bien sortir de l'argent de quelque part. Et ce côté biberonnage, oui, dès qu'il y a un problème, oulala, il faut un grand parapluie, etc. C'est aussi insupportable. Alors, on pourrait suspendre effectivement l'écotaxe pendant un mois, etc. Mais le principe même à chaque fois qu'il y a un pépin, il faut que l'État arrive. Là, mais Laetitia, la différence, c'est qu'en Suisse, vous avez 30% de dépenses par rapport au PIB. Non, d'accord. Mais il y a plus de pouvoir d'achat, mais je compare avec l'Espagne. 58,2. Nous sommes numéro 1 du monde des dépenses publiques. Donc, si vous voulez, en tant que Français, nous sommes numéro 1 du monde des impôts. Il n'y a pas un pays où on paye plus d'impôts qu'en France. Et justement, parce que c'est un État extrêmement social. On est droit d'attendre justement qu'on protège les Français. Donc c'est la preuve qu'aujourd'hui, on protège les Français. On protège les Français. Cet État ultra social par rapport à l'Italie et l'Espagne, qui sont pas du tout des États ultra sociaux. C'est ça aussi. Ce qu'il faut voir, effectivement, c'est que les Français ont effectivement un pouvoir d'achat qui, à mains égards, est plus élevé que celui de leurs voisins, parce que précisément, ils ont un État social. Il y a une enquête de l'INSEE qui est sortie, qui est incroyable la semaine dernière. On n'en a quasiment pas parlé, mais elle est incroyable. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, 56% des Français dépendent de la dépense publique. C'est-à-dire qu'ils vivent avec ça. C'est-à-dire qu'ils reçoivent plus que ce qu'ils versent. 56%. C'est ça le problème. C'est que quand on dit oui, il faut réduire ses dépenses publiques, comme 56% des Français en profitent, ils vont dire non, nous on reprend, donc ça continue comme ça. C'est pour ça qu'on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'ils doivent payer le prix de l'essence actuellement. La gauche ou l'ultra-gauche nous parle d'un État ultra-libéral dans lequel on vivrait sauvagement. On n'y est pas, non. En fait, on est l'État le plus redistributif au monde. On est l'État le plus redistributif. C'est-à-dire que si les salaires arrive encore à se maintenir, et encore on régresse dans le PIB par habitant à l'échelle européenne, s'il arrive encore à se maintenir, parce qu'on a un système de redistribution sociale qui est très puissant, sans doute très efficace. Même Nicolas Sarkozy avait vanté les amortisseurs sociaux au moment de la crise en disant heureusement qu'on les a. Maintenant, je vais vous dire quand même, si l'Espagne ou l'Italie de Mme Meloni parviennent à ces réductions temporaires, en Espagne je crois que c'est pour 2 mois, mais si elles y arrivent, je rejoins le point de Marc Totti, c'est parce qu'elles ont fait du ménage dans leurs dépenses publiques. Oui, tout à fait. Vous savez, ces pays qu'on moquait du sud de l'Europe, qu'on appelait entre économistes
le Club Med. Vous vous souvenez? On disait oui, ces pays sont toujours en vacances. Eh bien, ces pays, ils ont réussi à faire la réforme de leurs finances publiques. L'Espagne, le Portugal. La Grèce également. Ils travaillent jusqu'à 66 ans. Bien sûr. Et nous, on est là, on ne fait pas de réforme et on se plaint tout le temps. Énormément. Rachel, un dernier mot, on va écouter les vacanciers après. C'est simplement que cette crise énergétique, cette guerre énergétique, cette guerre économique, elle révèle finalement notre retard, notre vision politique. Voilà tout. Et aussi, elle alimente l'usure qui était déjà présente, elle la renforce. Et aujourd'hui, la situation même psychologique des Français est douloureuse du fait de cette crise énergétique. Et les gens ne partent pas en vacances. En tout cas, ils ont décidé déjà pour les vacances actuellement et les vacances de cet été de réduire la durée, réduire les voyages, et aller moins loin. Écoutez quelques témoignages recueillis par le correspondant d'Europe 1, Charles Lullier à Narbonne-Plage. Nous arrivons de Villefranche-de-Rouergue, donc dans l'Aveyron. 2h30 de route. Niveau carburant, aller-retour, nous en avons pour à peu près 80 € et le côté moins cher compte beaucoup. La nuitée, on est sur 80 € via location saisonnière. Donc c'est moins cher qu'un hôtel parce que, vous savez, avec l'augmentation du carburant, c'est tous les petits gestes qui vont permettre d'économiser un petit peu. Tous ces petits gestes qui finissent par faire énormément pour les Français. En fait, ça impacte beaucoup les Français. Dernier mot, Marc. Oui, donc ce qui est dramatique, c'est qu'encore une fois, on a déjà eu un premier choc pétrolier avec la guerre en Ukraine. Donc les Français ont énormément souffert. Quand on regarde donc depuis cette guerre et avec le choc pétrolier actuel, au total, les prix énergétiques en France ont augmenté de 50%. Et là, on s'arrête au mois de mars, sans parler des mois à venir. Donc, qui peut aujourd'hui supporter un tel choc? Les biens alimentaires, donc prix à la consommation, plus 25%. Donc là aussi, les salaires n'ont pas augmenté de 25%. Donc c'est ça le drame, parce que bien sûr, on voit l'inflation. Moi, je pense qu'elle va monter à 4% en moyenne. On dit, bon, ça va, c'est gérable. Donc c'est déjà énorme. Mais pour beaucoup de Français, ça c'est juste un chiffre. La vraie inflation, elle est au-delà des 10%. Donc ils ne peuvent pas faire face à cela. Donc moi, je ne pense pas à ceux qui peuvent encore partir en vacances. Je pense justement malheureusement à ceux qui ne peuvent plus du tout y partir, puisque on a un taux de chômage qui est en train d'augmenter. Et c'est là le drame. On va bientôt atteindre 9% de taux de chômage. Et là, il va y avoir un vrai risque, une crise sociale et sociétale. Et parce que nos dirigeants n'ont pas pris les bonnes mesures. Quand ça allait pas trop mal, ils continuaient à dépenser n'importe comment les deniers publics, qui sont, je vous rappelle, nos impôts. Maintenant qu'on en a besoin, ils n'ont pas les moyens de faire cette relance. Et donc, ils sont coupables de cette situation.